Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous accueillir chez vous. Tout de suite, le sommaire. Le chef de l'État a présidé ce matin la remise des trophées de l'Oscar national de la qualité. Les meilleures entreprises du Sénégal ont ainsi été récompensées et c'est Nestlé Sénégal qui s'adjuge le premier prix d'excellence. Le réseau d'habitat de la francophonie pose la problématique des logements sociaux et du développement urbain. Pour ses membres, l'accès à un habitat décent est primordial à la cohésion sociale. Puis l'hivernage tire à sa fin et les températures sont à la hausse. Il fait chaud, que faut-il manger et comment s'habiller en ce moment de pic thermique? Et comme tous les jeudis, nous ouvrons la rubrique économique. Ce soir, nous nous intéressons au marché national du mobilier. Les autorités et le président de la République en premier veulent confier 60% de la commande publique aux nationaux. D'abord, les activités du président de la République. Le chef de l'État a présidé ce matin la cérémonie officielle de remise des trophées de l'Oscar national de la qualité. Il s'agit de primer les meilleures entreprises du Sénégal qui développent une culture d'excellence et de qualité. Le secteur de l'agroalimentaire est en vedette pour cette 7e édition. C'est Nestlé Sénégal qui décroche le premier prix d'excellence. Au total, 6 trophées ont été décernés ce matin. Pape Biram Biguendiaï. Dans l'ère de l'excellence, le Sénégal porte en triomphe ses meilleures entreprises qui font de la qualité une exigence devenue réalité au sein d'un pays sur la rampe de l'émergence. L'Oscar national de la qualité, le trophée fait courir toutes les grandes entreprises du Sénégal. Près d'une centaine y participent chaque année et au bout d'une sélection rigoureuse, seuls quelques-unes émergent. Nestlé Sénégal est certifié. C'est le cas de Nestlé Sénégal qui s'adjuge le premier prix d'excellence. Le deuxième revient au laboratoire de biologie médicale de l'hôpital Abass Ndao. Il s'agit aujourd'hui d'inculquer aux entreprises du Sénégal une culture de la qualité dans le service délivré aux consommateurs. Le prix repose sur un référentiel technique aligné sur ceux des prestigieux prix internationaux comme le prix européen de la qualité, le prix Deming au Japon, le prix Malcolm Baldrige aux États-Unis. Il repose aussi sur les exigences des normes de la série ISO 9000 et sur un règlement dans lequel sont fixées toutes les conditions de participation. Cette pratique encourage les entreprises à participer au prix et à persévérer dans cette dynamique de recherche permanente de la qualité et de la bonne gouvernance. Le cabinet dentaire Anta-Marie Anne Diop s'est également bien illustré dans ce concours avec le prix Maîtrise de la qualité. En introduisant le management de la qualité dans les entreprises, notre pays se donne les moyens d'améliorer la compétitivité de son système industriel. L'adoption de cette démarche novatrice est en phase avec le plan Sénégal émergent. La cérémonie de ce matin est donc devenue un des moments privilégiés où la nation se réunit en toute solennité pour magnifier ses membres qui se sont distingués dans le management de la qualité. Cette rencontre intervient également dans le contexte du plan Sénégal émergent, comme vous le savez, qui est un plan où la qualité est un des leviers de succès. D'abord parce que l'accroissement de la richesse des nations et la diffusion de l'information ont rendu les consommateurs et les usagers plus exigeants sur la qualité du service. Ensuite, parce que les processus d'intégration régionale et internationale des échanges ont intensifié la concurrence entre les entreprises, les poussant à privilégier la qualité. Réaliser les objectifs de croissance et d'emploi ciblés par le plan Sénégal émergent implique donc la mise sur le marché des produits de qualité ainsi que des services de qualité. L'Association sénégalaise de la normalisation donne le ton et reste en phase avec les exigences de qualité et de performance du plan Sénégal émergent.
pour un développement économique et social. Ces Oscars de la qualité stimulent la compétitivité des entreprises et les poussent à faire des résultats. Et dans cette grande opération de restauration du tissu économique et social, la parité est de mise pour un Sénégal émergent. Dans le cadre du sommet de la francophonie, le réseau Habitat et Francophonie, le réseau international de coopération entre organismes d'habitat social, a organisé un atelier ce matin. Le thème « Contribution des politiques du logement et du développement urbain à l'exercice du droit des femmes et des jeunes dans le monde ». Ces experts veulent démontrer que l'accès à un logement décent est primordial à la cohésion sociale, la paix et la sécurité. René Léon Fonseca. Quand les membres du réseau Habitat et Francophonie se retrouvent, la problématique du logement social occupe certainement une bonne place dans les discussions. Aujourd'hui, beaucoup de pays d'Afrique francophone sont confrontés au déficit de logement, au problème d'accès aux services sociaux de base entre autres, une situation préoccupante. Et pour le réseau, les gouvernants doivent agir vite. La gestion de la croissance urbaine, qui implique la mise en place d'infrastructures et de services adéquats pour des citadins de plus en plus nombreux et exigeants, devient une propriété des politiques publiques. Monsieur le Président de la République, son Excellence Macky Sall, a décidé de considérer cette situation comme une opportunité économique en mettant en place une politique de renouveau urbain et de production intensive de logements. Une production intensive de logements destinée aux couches les plus vulnérables, les femmes et les jeunes en première ligne, d'où le thème de cette rencontre. Messieurs, le thème retenu pour le sommet soulève de multiples questions. Celle de l'activité économique des femmes, de l'accès à l'emploi, au crédit, au microcrédit et sous-jacente les problématiques de la pauvreté, tant des femmes que des enfants. Quoique central, le logement social est souvent le parent pauvre des politiques, si je peux permettre cette expression. Voilà ce qui a conduit RHF à mettre sur pied ce séminaire et à préparer la déclaration de Dakar. Une déclaration forte et des défis pour les chefs d'État des 14 pays francophones membres du réseau. Pour ces experts, seule une action déterminée pourra contribuer à faire de l'Afrique un continent d'avenir. Le réseau Habitat et Francophonie demande l'appui des gouvernements pour faire du logement une grande cause nationale dans les pays d'Afrique francophone pour promouvoir l'habitat social et permettre aux sociétés chargées de développer de mener à bien leur mission. Présent depuis 25 ans sur la scène internationale, le réseau Habitat et Francophonie compte une 50aine de membres. Il permet à ses adhérents d'accroître leurs performances grâce aux échanges d'expériences. Voilà, nous avons sur ce plateau un invité. Il s'agit du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba. Maître, bonsoir. Bonsoir. Voilà, vous êtes venu nous voir pour parler de l'affaire Bassirou Faye, l'étudiant qui a été tué à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar lors d'affrontements entre étudiants et policiers. L'enquête a livré ses conclusions. Le procureur de la République était hier devant la presse. Votre commentaire? Ce que je voudrais en dire, c'est que Bassirou Faye a été tué le 14 août 2014 à l'université de Dakar. Et ce meurtre a évidemment provoqué un séisme émotionnel. Le président de la République nous a instruits pour qu'il y ait une enquête à la fois impartiale, diligente et objective pour que la vérité soit établie. Et c'est ce que nous avons tenté de faire. Et la DIC a été choisie. Et le procureur de la République, évidemment en accord avec le procureur, avec la DIC, a laissé les enquêteurs aller dans le sens qui permet de découvrir cette vérité qui est une exigence. Et nous pouvons nous réjouir pour dire qu'aujourd'hui, l'enquête a livré quand même un certain nombre d'éléments qui a permis l'arrestation d'un suspect. Et à ce stade, il faudrait se réjouir que le président Macky Sall s'est engagé pour qu'il y ait une rupture en ce qui concerne l'impunité. Je vois là, à travers ce qui s'est passé, donc par l'arrestation du suspect, une preuve éclatante de cette volonté de lutter contre l'impunité.
Voilà, justement, parlons de ce suspect, monsieur le ministre. Ce suspect, il s'agit d'un policier, d'après le procureur de la République, mais un policier qui n'était pas de service ce jour-là. Oui, exact. Il faudrait dire qu'il y a eu beaucoup de rigueur dans cette enquête. Et je voudrais en profiter pour saluer le professionnalisme de la police. Parce que des doutes avaient été mis au départ, parce qu'on s'est dit que cette enquête va être faite par la police sur la police. Que l'exigence de transparence et de vérité allait prendre un sacré coup. Ce ne fut pas le cas. Il y a eu un travail professionnel qui s'est fondé sur 3 points. La première des choses, c'est l'ouverture d'une enquête. Et cette enquête devrait être une enquête ouverte sur tous les plans, en laissant personne et en allant dans toutes les directions. Mais la deuxième des choses, c'était l'autopsie. Et l'autopsie a été réalisée. Elle a révélé que la mort de Bassirou Faye était due par une arme à feu. Mais ce n'était pas suffisant pour aller plus loin. Donc le troisième point, c'était justement d'ordonner une expertise balistique. Tout ce processus, c'est pour aller vers cette vérité, à la fois scientifique, en recourant à un scientifique. L'État s'est engagé à le faire, a débloqué les moyens, a fait venir un scientifique, parce que nous ne disposions pas ici, pour le moment, d'un expert balistique. Cet expert balistique est venu, il a fait ses conclusions provisoires. Ces conclusions provisoires nous ont permis de tirer un certain nombre d'éléments. L'élément clé, c'est que la balle qui a tué Bassirou Faye provient d'un pistolet automatique. Et toutes les armes qui étaient sur le campus ont été saisies, particulièrement 25. Et ces 25, avec le douille, ce qu'on appelle les tirs de comparaison, on a voulu déterminer la réalité du tireur et de la personne qui aurait été à l'origine du meurtre de Bassirou. Et lorsque ces conclusions ont montré que ce n'est pas à ce niveau qu'il fallait chercher, l'enquête a pu déterminer que sur les lieux, il y avait une personne qui n'était pas de service, que je ne nommerai pas, parce que l'enquête à ce niveau reste une enquête secrète. Donc elle est en cours, et au nom du respect de la présomption d'innocence, on ne livre pas le nom d'une personne, le suspect. Donc ce suspect-là, il était sur les lieux, c'était un policier, alors qui n'était pas de faction, qui n'était pas en service, et qui est venu et qui a fait alors une intrusion qui finalement sera meurtrière. Voilà, si on comprend bien et si on lit entre les lignes, donc la responsabilité de l'État n'est pas engagée dans cette affaire. Non, parce que vous savez, il y a une question simple qu'il faut se poser. À qui profite le crime? Ce crime ne profite évidemment pas au régime du président Macky Sall, qu'il a placé sous le signe de la défense du droit, de l'état de droit. Est-ce qu'on peut supposer que c'est un crime commandité? Et là aussi, l'enquête va le révéler. Parce que la phase à laquelle nous atteignons aujourd'hui, parce que le procureur de la République a ordonné l'arrestation, sans doute un mandat de dépôt va être donc délivré, et qu'une information, cela vous dirait que le dossier sera confié à un juge. Ce juge va faire des investigations. Une information à charge et à décharge. Et en ce moment, on pourrait savoir dans quelle direction les choses se sont passées. Pourquoi est-il venu ce jour? Pourquoi a-t-il voulu lui-même régler des comptes avec les étudiants? Et peut-être que s'il y a un commanditaire, nous saurons la vérité. Enfin, mais ce qui est certain. Si on lit entre les lignes, on peut le penser. D'après les premiers résultats. D'après les premiers résultats, lui, il a cafouillé. Puisqu'il n'arrive pas à dire les raisons pour lesquelles il est présent sur le campus. Il ne devrait pas être là. Mais ce qui paraît être encore plus probant, que l'on considère comme étant des indices concordants, sa présence sur les lieux, le fait qu'il soit en possession d'une arme, qui est un pistolet automatique, et le fait aussi également que lorsque la dotation d'armes qu'il avait, la dotation de munitions qu'il avait, il y a une balle qui a disparu. La question qui lui a été posée, où se trouve cette balle? Il n'a pas été en mesure de dire où se trouvait cette balle. Il s'est contenté de dire « je l'ai utilisée pour un tir d'essai ». Or, c'est une balle de 9 mm qui a tué Bassirou Faye. Est-ce que vous avez le retour de réaction des populations par rapport à cette Je pense que ce qui est important à retenir, c'est que nous avons vu qu'il y a eu des réactions positives.
Parce que la parole présidentielle, qui était une promesse, a été tenue. L'exigence de vérité fondée sur l'impartialité dans l'enquête et sur la volonté de retrouver celui qui a commis ce crime, qui a quand même beaucoup ému les Sénégalais. C'est la raison pour laquelle le président de la République a estimé dès le départ, quand il a été informé par un geste d'humanité, à entrer en contact avec le père de la victime et que le Premier ministre a conduit une délégation pour aller rencontrer les blessés au niveau de l'hôpital principal et au niveau aussi de l'hôpital de Yoff. Et tout cela est en même temps une visite qui a été guidée par le directeur de cabinet du président de la République à Diourbel. Tous ces éléments, alors, c'était une façon de montrer la compassion de l'État face au crime qui a eu lieu et sa volonté de montrer que ce crime ne sera pas impuni. Et il faudrait le dire que c'est une réaction positive que nous avons entendue. Parce que depuis l'indépendance, depuis Oumar Blondin Bey jusqu'à Balla Gaye, aucun crime n'a été élucidé. Nous dirons qu'il y a eu des assassinats sans assassins. Il y a eu des crimes sans criminels. Il y a eu des cadavres sans coupables. Nous aurons aimé que ce cycle-là s'arrête. Il y a eu quelqu'un qui a été désigné, hein, mais il y a la présomption d'innocence. Mais le fait qu'on dise qu'il n'était pas ce jour-là de service, est-ce que ça ne peut pas semer en doute dans l'esprit des gens? Non. Cela voudrait dire que peut-être qu'il a des raisons personnelles ou des raisons commanditées. Des raisons personnelles, mais en tout cas, il n'était pas quelqu'un qui devrait être sur les dieux. Ça, c'est une certitude et lui-même, il le reconnaît. Mais maintenant, serait-il le coupable? Mais nous disons qu'il y a des indices concordants et graves qui ont justifié son arrestation en tant que suspect. Et lorsque le juge aura examiné le dossier, et il y aura peut-être sans doute l'autre étape qui en fera un prévenu lorsqu'il sera inculpé. Et une dernière instance, si une ordonnance de renvoi est faite, alors en ce moment-là, devant le tribunal, un procès aura lieu. À la suite d'un procès juste et équitable, on déterminera réellement ce qu'il a fait. Donc vous voyez, à tous les stades de la procédure, la présomption d'innocence est respectée. C'est un des éléments fondamentaux que nous tentons continuellement de mettre en œuvre. Voilà, maître, pouvez-vous revenir rapidement sur les moyens déployés pour aboutir à ces résultats-là? Ces moyens, le président de la République, Macky Sall, avait demandé de ne pas lésiner là-dessus. La première des choses, après l'autopsie, comme je vous l'ai dit, il a demandé qu'il y ait immédiatement une expertise balistique. Que tout ce qui pouvait permettre cette enquête-là, les enquêteurs sont allés dans ce sens-là. Et il y avait la nécessité d'avoir un expert balistique. Malheureusement, nous n'en avons pas au niveau du Sénégal. Il faut travailler pour que nos forces de l'ordre en disposent. Et en ayant eu recours à la coopération internationale, avec la France, d'un commun apport, nous avons fait venir, c'est l'État qui a fait venir, en payant les moyens de transport, cet expert balistique qui a fait son travail. Et nous avons transmis l'ensemble des documents et l'ensemble des éléments nécessaires à sa mission, ce qu'il a fait, et par la valise diplomatique, il nous a donné aussi les réponses qui étaient liées à cela. Donc, tout ce qui pouvait permettre, alors, sur le plan scientifique, en utilisant les moyens les plus modernes pour connaître les informations claires et précises sur la mort de Balla Gaye, a été fait. Donc, l'État n'a pas voulu lésiner sur les moyens pour que la vérité jaillisse. Donc, je vous remercie. Monsieur le ministre, je ne sais pas si vous avez un dernier mot, un appel à lancer. Voilà, donc oui. Oui, je voudrais juste dire que le Sénégal va, à partir de toutes ces situations, s'engager, et c'est cela le vœu du président de la République, Macky Sall, à élucider les crimes qui ont souvent émaillé par moments la vie de la nation. Et il faudrait faire en sorte que justice soit rendue. Justice parce que cela permettra l'apaisement à la fois des ayants droit, l'apaisement des victimes, mais également aussi le sentiment que les citoyens sont protégés. Ayant en charge alors ce ministère, cet engagement, nous tenterons de le faire chaque fois en tant que de besoin pour que des résultats soient faits et que la justice rende. Cela ne signifie pas que nous prendrons la décision à la place de la justice, parce que vous savez pertinemment que chaque fois qu'il y a un procès, nous sommes tous tenus par la glorieuse incertitude du résultat judiciaire. Mais nous nous investirons à faire en sorte que
cette justice soit rendue aux Sénégalais. Voilà, je vous remercie. Merci. Je rappelle que nous recevions sur ce plateau le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Maître Sidiki Kaba, qui était venu nous parler de l'affaire Bassirou Faye, l'étudiant qui a été tué le 14 août dernier lors d'affrontements entre étudiants et policiers. Merci, Monsieur le ministre, d'avoir répondu à notre invitation. Merci. La suite de l'actualité, former du personnel de laboratoire en biologie appliquée au VIH-Sida. Voilà l'objectif visé par le diplôme universitaire en rétrovirologie biologique, une formation initiée par le CHU, le Dantec, pour la 9e session ouverte ce matin par les autorités. 27 apprenants vont bientôt bénéficier des enseignements pendant 4 semaines. Sadienko Sissoko. Ebola a fait plus de 4000 morts à ce jour. Mais cela ne doit pas occulter une autre réalité, la pandémie du sida. Près de 25 millions de personnes ont le virus. Former des techniciens de labo en la matière est dès lors nécessaire. Pour cela, la communauté internationale s'est fixé un nouvel objectif de traitement qu'ils appellent les 3,90. C'est-à-dire, d'abord, parvenir à ce que 90% des personnes vivant avec le VIH connaissent leur statut sérologique. Et vous noterez bien que ceci ne pourra pas se faire sans le laboratoire. D'ailleurs, sur les 25 millions de personnes qui vivent avec le VIH, près de 19 millions ne savent pas qu'ils ont contracté le virus. Ensuite, que 90% des personnes diagnostiquées séropositives bénéficient d'un traitement antirétroviral, ce qui également ne pourra pas se faire sans laboratoire. Et enfin, que 90% des personnes sous traitement parviennent à un état de suppression de la charge virale, ce qui aussi ne pourra pas se faire sans le laboratoire. La lutte contre le VIH-Sida pèse lourdement sur les projets de développement de certains pays. Le Sénégal a longtemps encouragé la recherche pour éradiquer le fléau. La faiblesse de son niveau de prévalence est à saluer. Il est en dessous de 1%. C'est dans cette optique que le gouvernement du Sénégal, dans sa politique de lutte contre le sida, a choisi de prévenir plutôt que de guérir. Les résultats de cette option stratégique sont tout aussi bien connus, avec un taux de prévalence maintenu à 1%, ce qui fait de notre pays un modèle dans la lutte contre le VIH-Sida sur le continent. Cette 9e session compte 27 étudiants venus de la sous-région. En 4 semaines, ils devront améliorer leurs connaissances en biologie appliquée au VIH-Sida. La Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer, LISCA, déroule son 4e programme d'Octobre Rose. À cette occasion, cette association met l'accent sur la sensibilisation et le plaidoyer contre le cancer du sein, qui est une importante cause de mortalité. La LISCA aide financièrement les femmes à faire une mammographie à moindre coût. Waligay, reportage. Le cancer du sein, première cause de mortalité par cancer chez la femme. Au Sénégal, 440 femmes en sont mortes en 2013 et on enregistre 869 nouveaux cas par an. Des statistiques alarmantes qui poussent la Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer à redoubler d'efforts, particulièrement lors de la célébration d'Octobre Rose. L'objectif des activités d'Octobre Rose est d'arriver à une prise en charge plus efficace en termes de suivi, de coûts financiers et esthétique. En effet, à un stade avancé, le cancer du sein ne peut se guérir qu'au prix d'une amputation du sein après un traitement long, difficile et très coûteux. Mais au-delà des chiffres, notre ambition est une prise de conscience nationale. Il est urgent de faire un diagnostic précoce, ce qui a l'avantage d'amoindrir le coût du traitement et d'augmenter les chances de survie. Beaucoup de nos femmes consultent à des stades avancés. 75% des femmes qui viennent à l'Institut du cancer arrivent à un stade avancé de leur maladie, ce qui fait que la guérison est relativement difficile. Et quand on prend les statistiques, en 2012, on avait une survie inférieure à 13% à 5 ans. Donc si on évalue toutes les femmes qui sont en cours de traitement, au bout de 5 ans, il n'en reste que 13%. La LISCA a signé des conventions avec des radiologues privés
pour aider les femmes à faire la mammographie à 15 000 francs à lieu et place des 60 000 francs. Le ministère de la Santé compte aussi mettre la main à la poche. Une enveloppe d'1 milliard de francs est prévue pour financer la chimiothérapie. Le ministère a inscrit cette année 1 milliard, une ligne de 1 milliard dans le budget pour pouvoir prendre en charge ces chimiothérapies. Nous dirons également qu'en plus de ces traitements-là, le ministère également a mis à disposition des bourses de formation pour les spécialistes justement, tant chirurgiens, radiothérapeutes que chimiothérapeutes, pour justement prendre en charge ces cancers. La Ligue sénégalaise de lutte contre le cancer déroule des actions d'information, de sensibilisation et de promotion contre le cancer du sein. Pour ces 4 dernières années, la LISCA a appuyé 2870 femmes à bénéficier d'une mammographie à moindre coût. Cérémonie de remise d'attestation de fin de formation en informatique aux jeunes de Kédougou, une initiative du CNID, le Centre national d'information et de documentation du ministère de la Jeunesse, de l'Emploi et de la Construction citoyenne. La cérémonie a été présidée par le ministre de la Jeunesse. L'occasion a été saisie pour parler des programmes de création d'emplois pour les jeunes. Moussa Dior. Rendre accessible l'outil informatique aux jeunes des localités enclavées, tel a été l'objectif du CNID, le Centre national d'information et de documentation, en initiant ce programme vacances numériques à l'intention des jeunes de Kédougou. Ça m'a fait une autre que moi, puisque aujourd'hui j'ai eu un surplus de cette formation. Avant, je suis élève, simplement les diplômes de l'éducation nationale. Et aujourd'hui, j'ai une autre diplôme qui s'agit de la formation des nouvelles technologies pour l'information. Et aujourd'hui, j'en suis très excitée même. On est très satisfait de cette formation-là. On salue aussi l'initiative du gouvernement du Sénégal pour avoir déplacé des formateurs de Dakar à Kédougou ici pour se former certains jeunes à l'informatique. J'ai eu mon bac cette année. Je ne savais pas beaucoup de choses sur l'informatique, mais à travers cette formation, j'ai eu quelques notions sur l'ordinateur et ça m'a arrangé dans l'ensemble. Cette cérémonie de remise d'attestation de fin de formation a eu lieu en marge du Forum des jeunes, rencontre au cours de laquelle les missions de l'ANPEJ, l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes, ont été bien expliquées aux jeunes de Kédougou. Le problème majeur, c'est l'emploi des jeunes. Donc nous avons eu à discuter du PRODAC, le programme des domaines agricoles, qui va démarrer très bientôt à Kédougou, sur 500 hectares. Et dans l'ensemble, les PRODAC ambitionnent de créer 300 000 emplois, tel que j'ai eu à leur expliquer ça. Mais en dehors du PRODAC aussi, il y a le PAPEJ qui va intervenir à travers le renforcement de capacité de 17 000 entrepreneurs au Sénégal, donc notamment une partie à Kédougou, la création de 15 000 emplois et la création aussi de 156 fermes. Et le secrétaire général de l'ANPEJ a eu à le dire tout de suite. L'ANPEJ, dans sa politique de territorialisation, sera représenté à Kédougou. L'étape de Kédougou a été fructueuse pour les jeunes. Mambay Niang a fait l'annonce de l'implantation prochaine d'un domaine agricole communautaire qui pourra, dès son démarrage, employer des milliers de jeunes de la localité dans les métiers liés à l'agriculture. Après avoir visité les infrastructures et les services de la pêche à Saint-Louis, le ministre de la Pêche a rencontré tous les acteurs du secteur lors d'un CRD spécial, compte rendu par Bonatiao. Ce CRD est une suite logique après la visite de la tutelle chez tous les acteurs de la pêche à Saint-Louis. Ils sont tous conviés à ce cadre d'échange et de partage où une cartographie complète de la situation actuelle du secteur a été présentée, les acquis, les projets en cours, les points d'achoppement. Venus en masse, les acteurs ont dit leurs préoccupations, notamment des problèmes de conservation, mais aussi et surtout d'arroisonnement en Mauritanie de leurs pirogues. Autant de questions qui sont revenues en boucle dans leurs interventions. Sur toutes ces questions, des réponses précises ont été apportées. Après près de 5 tours d'horloge de discussion, un total de 22 recommandations allant de la sensibilisation sur le respect des réglementations en vigueur au Sénégal et en Mauritanie, à la révision des contrats liant les pêcheurs sénégalais aux navires ramasseurs étrangers, en passant par la nécessaire modernisation des sites de transformation des produits halieutiques, ont été convenus. Nous avons relevé ces conclusions, 22 décisions, et monsieur le gouverneur de la région va mettre en place un comité de suivi qui va se réunir tous les 3 mois pour faire le point par rapport à toutes les décisions que nous avons eu à prendre. En ce qui concerne également le nouveau port, nous avons pris la décision d'assainir l'espace, l'assiette qui va donc supporter ce projet. Parce que lors de ma visite, j'ai vu des choses, des anomalies.
un port où il y a des bars dancing, où il y a des unités de fabrication de vêtements, etc., qui sont contraires à la convention qui nous lie avec la Chambre de commerce. C'est la raison pour laquelle nous allons revoir de manière très profonde cette convention qui nous lie avec la Chambre de commerce de Saint-Louis. Lors de la rencontre, les pêcheurs n'ont pas manqué de réaffirmer leur gratitude à l'endroit du chef de l'État pour son soutien permanent. Dans la foulée, le service régional de l'ANA a reçu un chèque de 4 millions de francs CFA pour le renforcement de son matériel de surveillance. Gestion durable des ressources halieutiques, c'est parti pour un mois de repos biologique concernant 2 espèces. C'est du 15 octobre au 15 novembre à Soumbédioune. Les pêcheurs respectent la mesure, une prise de conscience grâce à des sessions de sensibilisation. Mamadou Laminba. Un mois, c'est la période de repos biologique au Sénégal pour le poulpe et le démersal. Pendant cette période, il est interdit aux navires de pêche industrielle et aux pêcheurs artisanaux de capturer ces 2 espèces. Nous sommes à Soumbédioune. Ici, la mesure est observée. On l'a respecté totalement, à 100%. Il n'y a aucune pirogue qui est partie aujourd'hui en mer pour pêcher les poules. Il n'y en a pas. Nous sommes habitués à ça. C'est la 3e année cette fois-ci. Pour arriver à ces résultats de prise de conscience, un travail de sensibilisation a été fait auparavant. WWF s'investit depuis des années dans la conscientisation des pêcheurs. Le WWF a mené des actions dans la conservation de la ressource. Ces actions ont consisté à travailler avec les communautés. Notre travail a consisté à mieux communiquer avec les acteurs sur l'amélioration de l'hygiène et de la salubrité de la ressource et le respect également de la réglementation en termes de taille de capture, c'est-à-dire la taille minimale de capture qui est des individus de 350 grammes, mais aussi sur le plan du repos biologique. Cependant, pour les acteurs, cette période de fermeture annuelle n'a pas d'effet sur les quantités de prise après la reprise. Après le repos biologique, normalement, il devait y avoir une grande quantité de poulpes, mais on ne trouve pas. Peut-être que c'est respecté au niveau des pirogues, peut-être les bateaux continuent à les pêcher, parce que est-ce que l'État a les moyens de surveiller la mer? La moitié des prises mondiales de poulpes s'effectuent au large des côtes nord-ouest africaines. Au Sénégal, les captures peuvent atteindre les 15 000 tonnes annuelles, une source de revenus importante pour la pêche artisanale. Intéressons-nous à présent à l'aquaculture. De nos jours, cette activité est pratiquée de plus en plus en différents endroits du Sénégal. C'est le cas à Mbodiène dans le département de Mbour, mais aussi à Diender et au kilomètre 50. Voyons tout cela avec Ibrahim Djedjou. L'aquaculture ou l'élevage d'espèces aquatiques. Pour définir l'aquaculture, je pourrais dire que c'est l'élevage de tout ce qui vit en eau, c'est-à-dire d'organismes aquatiques, que ce soit des animaux ou des végétaux. Aujourd'hui, cette activité est pratiquée de plus en plus à travers le Sénégal. À Mbodiène, dans le département de Mbour, ce sont 2 Européens qui pilotent l'activité. Ils sont aidés par des Sénégalais. C'est dans ces bassins et réservoirs que sont élevés les poissons. On a commencé les travaux en mars 2014 et la nouvelle écloserie est totalement fonctionnelle. Donc cette écloserie s'appuie sur un modèle de production de tilapia, donc de reproduction de tilapia. Nous disposons de 550 géniteurs dans les bassins et produisons environ 20 pontes par jour, soit 10 000 alevins par jour. On va mettre à copuler des mâles et des femelles de plusieurs races de tilapia. Et du coup, on a un outil derrière vous là, qui va être capable de produire, si on nous achète ces alevins, jusqu'à 10 millions d'alevins par an. Donc là, on a 2 parties, soit les poissons d'eau douce au bout de 2 mois, donc là on peut les mettre dans les bassins à terre ou en rivière dans les cages. Et puis on a les poissons d'eau de mer, donc 2 mois ça lui fait une taille de 25 grammes. Et donc du coup, en 5 mois de mer, on va les emmener à 350 grammes. Seulement dans leur activité, des blocages, il y en a encore. Jusque-là, ils n'ont pas de licence des autorités. Maintenant, la prise en compte de l'aquaculture dans les politiques actuelles du gouvernement, donc on peut démarrer par le plan Sénégal émergent, qui a vraiment consacré l'aquaculture dans les 27 projets phares, et parmi aussi les 8 projets prioritaires. En Diarène, dans la commune de Diender, cette activité est également exercée par un fils de la localité.
Dans sa mission d'accompagner ces initiatives, l'État réaffirme sa volonté d'appuyer les promoteurs. Nous venons en appui par les intrants, donc par les alevins, des alevins de qualité, mais aussi par l'aliment. Non loin de là, au kilomètre 50, c'est aussi un Européen qui s'active dans l'aquaculture ornementale ou décorative. Aujourd'hui, l'importance de la pisciculture n'est plus à démontrer. Toutefois, pour atteindre les objectifs visés en matière d'autosuffisance alimentaire, l'engagement de tous est nécessaire. Le 8 octobre passé, à travers le communiqué du Conseil des ministres, le chef de l'État appelait à davantage impliquer les artisans locaux dans le mobilier national, un appel retentissant dans un contexte où les artisans, les menuisiers ébénistes surtout font face à une forte importation de biens mobiliers. S'ils parviennent à décrocher 60% du mobilier national comme souhaité par l'État, plus de 12 milliards de francs CFA rentreront dans leur caisse. C'est le sujet de la rubrique économie signée Aram Dao. Ce paragraphe du Conseil des ministres est parti pour redonner du souffle aux artisans, au premier rang desquels les menuisiers ébénistes. Cela fait plus d'une décennie qu'ils disent broyer du noir. Comme j'ai l'habitude de le dire, au Sénégal, la menuiserie n'existe pas. Parce qu'on peut dire, présentement, là où nous sommes, 90% de la menuiserie a disparu. Il n'y a plus de menuiserie ni ébénisterie au Sénégal. Il n'y a que des petits trucs, là, des ateliers qui fonctionnent. Clampin, mais il n'y a plus de menuiserie et ébénisterie au Sénégal. La raison, une importation accrue de meubles ces dernières années. De 2008 à nos jours, le volume des importations laisse apparaître des statistiques qui font froid dans le dos. 62 milliards 562 millions de francs CFA. Et en termes de poids, effectivement, l'on note qu'il y a en fait 81 200 tonnes. Les produits les plus importés sont constitués généralement des meubles de bureau. Il y a les chambres à coucher, les salons, les fauteuils et les meubles de cuisine. Pour dire non à ces intenses importations et éveiller tout un chacun sur les milliers d'emplois qu'elles menacent, l'Association des menuisiers du Sénégal a fait parler les murs du Sénégal. Pour elle, rien ne peut justifier cette asphyxie. On veut vraiment inviter tout le monde à stopper les importations et à consommer local. C'est dans l'intérêt de tout le monde. On est bien outillés pour satisfaire toutes les exigences. Au secours d'un secteur mal en point, le chef de l'État veut actionner le levier de la commande publique. Elle est estimée à plus d'une vingtaine de milliards de francs CFA, une manne financière dont plus de la moitié devrait pouvoir revenir aux artisans locaux. C'est une déclaration qu'il a eu à faire l'année dernière au mois de janvier, qu'il comptait en tout cas donner à hauteur de 60% de la commande publique de l'État aux artisans locaux. C'est environ presque 12 milliards par an. Mais il s'est trouvé qu'on s'est rendu compte que du point de vue des textes, ça posait problème. Et nous, en fait, on a une interprétation du Code des marchés publics. On s'est rendu compte que à l'article 28 du Code, donc le décret 2011-1048, il est bien dit qu'il doit y avoir une préférence nationale. Et si nous regardons aujourd'hui du point de vue de la commande, les agences d'exécution et d'ailleurs les sociétés nationales peuvent commander par DRP, c'est-à-dire demande de renseignement de prix. Et ça, c'est une consultation restreinte à hauteur de 30 millions. La préférence nationale est bien un acquis dans le Code des marchés publics. Selon les régulateurs, le Sénégal est même allé plus loin. Le Sénégal a prévu une préférence pour les coopératives d'ouvriers, les coopératives d'artisans et les artisans, même pour les artisans individuels qui sont suivis par les chambres de métiers. Il y a une loi, la loi d'orientation pour le développement des petites et moyennes entreprises. L'article 16 de cette loi prévoit que l'État et ses démembrements peuvent prévoir une proportion des marchés publics destinée à la concurrence exclusive entre les PME. Toujours est-il que les complaintes des menuisiers sont quotidiennes. La Chine, la Turquie, les Émirats arabes unis, la France et l'Espagne constituent le top 5 des pays où l'on importe le plus. Pour ces artisans, ce n'est ni une question de qualité, ni une question de finition. Cette porte, par exemple, est notre concept. C'est du rouge Sipo, l'Iroko et madrier.
On peut les avoir chez soi pendant au moins 100 ans. Elles ont bien leur place dans les chantiers nationaux et elles font plus de 100 kg. 100 et quelques kilos. Toute une vie de bouger. Moi, je peux produire jusqu'à 100 portes par semaine. On a l'expertise, le capital humain. Tout ce qui nous manque, ce sont les moyens. Mais manque de moyens, vraiment, nous manque tous les artisans du Sénégal. C'est un secteur qui participe à hauteur de 18% du PIB qui se défend. Tout comme ces menuisiers ébénistes, ce sont les 500 000 artisans du Sénégal qui ont besoin de promotion. Tout ce qui leur est demandé, se former et se mettre à jour. Et à ce niveau, un programme est en cours pour les professionnels du bois. Avec cette nouvelle orientation de l'État, ils ont espoir de pouvoir sortir la tête de l'eau. Ramdao, il fait très chaud à Dakar et à l'intérieur du pays. Pour supporter cette canicule, l'idéal est de porter des tissus légers et en coton. Les jeunes semblent bien le comprendre. Un tour en ville a permis à notre reporter de faire le constat. Fatima Tabar. En jupe courte, short, haut débardeur ou encore en robe. En période de chaleur, les tenues légères ont la cote chez les jeunes. Pour être sûr d'avoir plus de confort, des vêtements clairs et aérés sont à privilégier. Avec la chaleur qu'il fait, je préfère porter du blanc. J'évite de porter des chaussures fermées. À la place, je porte des babouches ou des sandales. Et quand on travaille, on doit porter des tenues relaxes. Je suis venue ici pour acheter des robes et des débardeurs en coton. Je préfère les robes parce qu'en cette période, il fait très chaud. Et quand je les mets, je suis très à l'aise. Un tour chez les vendeurs de prêt-à-porter de Sandaga permet de vérifier que la tendance est en coton à cette période caniculaire. Pour l'été, de porter plus les robes en coton, les leggings, plus les débardeurs. Ça fait été quoi. Les filles préfèrent tout ce qui est léger et en coton. Elles adorent les robes, jupes et les petits hauts avec des fontes. Les couleurs vives comme le jaune, le vert, le saumon sont également très appréciées. Il fait une chaleur accablante à Dakar et certainement beaucoup plus à l'intérieur du pays. Pour venir à bout de ces fortes températures, un code vestimentaire constitué de tenues adaptées avec des couleurs gaies est à privilégier. En cette période de chaleur, justement, il est recommandé de boire beaucoup d'eau et de consommer des fruits verts et des légumes. Autre recommandation, éviter tout ce qui est gras et limiter la consommation de boissons gazeuses. Ce sont là des conseils d'une diététicienne rencontrée par notre reporter, Louis-Philippe Sagna. Chaleur rime avec perte d'eau et de minéraux. Des éléments vitaux à ne pas négliger pendant cette période. C'est quelque chose qu'il faut chercher absolument à compenser au courant de la journée. Surtout si vous menez une activité ou si vous traversez la chaleur, mettez du temps sous le soleil. En tout cas, si vous transpirez beaucoup, ou bien aussi si vous pratiquez une activité physique pendant ces temps-ci, vous constatez que vous perdez beaucoup d'eau. À chaque période, une alimentation adaptée pour éviter les risques. Fruits et légumes en lieu et place de ce qui est gras sont recommandés quand il fait chaud. Les meilleures sources, on va les retrouver dans les légumes, dans les fruits verts surtout. Surtout, quand je dis légumes et fruits verts, c'est les fruits frais qui contiennent une bonne partie d'eau. Pour les autres aliments, c'est la façon de cuire. Il faut éviter les gras, limiter tout ce qui est gras, limiter par exemple les cuissons à l'huile, les fritures et autres. Préférer par exemple les grillades ou bien les cuissons à l'eau ou bien même à la vapeur. Prudence dans la conservation des aliments à risque comme le lait et la charcuterie. La rupture de la chaîne de froid peut causer des dégâts. Quand vous mettez du lait, surtout quand vous entamez par exemple le matin une boîte de lait. Donc vous mettez dans votre réfrigérateur, en cours de journée, vous avez tant d'heures de coupure. Là, il faut vérifier ce lait-là avant de consommer ou bien même avant de donner à vos enfants. Quand c'est des aliments périssables, conservés obligatoirement au frigo ou bien dans le congélateur, il faut quand même avoir la vigilance de vérifier tout le temps, de contrôler la chaîne de froid, est-ce qu'il n'y a pas eu interruption, tout, parce que c'est des aliments qui sont quand même susceptibles, s'ils ne sont pas bien conservés, d'entraîner des intoxications et autres.
Pensez à boire beaucoup d'eau, c'est bien pour résister à la chaleur. Il faut par contre limiter les cuissons à l'huile, limiter la consommation de café, de boissons gazeuses et surtout d'alcool. Le Sénégal a célébré hier 15 octobre la journée internationale de la canne blanche dédiée aux aveugles. La manifestation a été couplée au premier salon de l'emploi des personnes handicapées. Plusieurs associations ont pris part à cette double activité soutenue par le ministère de la Santé et ses vœux. Le salon a montré toute la pertinence de l'autonomisation des personnes handicapées. Omar Diao. Devant ces stands, le savoir-faire de femmes et d'hommes qui refusent la fatalité du handicap. Ce salon de l'emploi des personnes handicapées coïncide avec la journée internationale de la canne blanche. La canne blanche, au-delà de l'aspect symbolique du bâton qu'il représente, ça illustre et ça montre ce dont les aveugles sont capables. Organiser une double activité sur 2 jours sans grande expérience dans l'événementiel était un pari osé. Ça n'a pas été très facile parce que ça a été une première au Sénégal, parce qu'on a toujours entendu des salons de l'emploi dédiés aux citoyens sénégalais, mais les handicapés en général et les aveugles en particulier étaient laissés en marge. L'autonomisation est étroitement liée au renforcement des aptitudes et compétences de cette couche de la population. Pour ceux qui souffrent de déficiences visuelles, partielles ou totales, le Sénégal est soutenu par des partenaires au premier rang desquels Side Savers. Les zones d'exclusion sont multiples et l'emploi n'y échappe guère. Le handicap est une zone d'exclusion sociale. Side Savers ne finance pas de projet générateur de revenus. Pour l'autonomisation des personnes handicapées, il faudrait passer par l'insertion socio-professionnelle. Des formations ont été initiées sur l'entrepreneuriat, les textes législatifs et même le leadership politique. Il y a plusieurs personnes handicapées qui sont devenues des conseillers. À cette place, ils pourront en tout cas être là, parler par eux et pour eux-mêmes. Plusieurs associations de personnes handicapées ont pris part à ce rendez-vous qui a été l'occasion de rappeler l'importance de la carte d'égalité des chances. Les personnes détentrices de carte d'égalité des chances pourront, dans les structures publiques, accéder à des soins gratuits, à des services gratuits, et il en sera de même évidemment au niveau des services sociaux. Et tous les autres démembrements de l'État, évidemment, seront appelés à offrir des services de façon gratuite. L'insertion socio-professionnelle des handicapés est conforme aux idéaux de justice de tous les États. Il est possible de remporter le combat de l'inclusion et de l'autonomisation. Cette manifestation en est une belle illustration. Le communiqué du ministère des Affaires étrangères, le gouvernement de la République du Sénégal se félicite de l'élection par acclamation de son Excellence M. Fodé Seck comme président du comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien lors de sa 364e séance du 3 octobre 2014 à New York. La candidature du Sénégal a été présentée par Wilfred Mvula de la Namibie et Maria de Chanoro du Nicaragua. Le comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien que notre pays préside depuis sa création en 1975 a reconnu et salué à travers cette consécration le leadership de notre pays et le rôle important d'avant-garde qu'il joue dans le cadre de la promotion des droits de l'homme en général et plus particulièrement de la défense des droits et libertés du peuple palestinien. Les États-Unis, le raid au nord de la Syrie à Kobané, les populations continuent de résister aux assauts de l'État islamique, même si certaines ont commencé à quitter la ville. Ces réfugiés ont fui Kobané il y a environ 2 semaines pour échapper à l'avancée des djihadistes. Ils sont d'abord allés en Turquie, mais ils n'étaient pas les bienvenus. Alors ils sont venus ici dans le Kurdistan irakien. On a tout laissé, nous n'avons plus rien, sauf ces quelques affaires. C'était vraiment difficile de venir jusqu'ici. On s'est enfui à pied. Je vous jure que ce n'était pas notre décision de partir. On a marché pendant 3 jours. Ça a été très dur et on est très fatigués. Il y a encore une semaine, il n'était qu'une poignée à venir ici dans ce camp de Galiwan, près de la ville de Dohuk. Mais ces derniers jours, 6000 sont arrivés selon l'ONU. C'est le début de ce que nous pensons être une énorme urgence. D'après nos estimations, 50 000 personnes et peut-être même plus de 100 000 sont en train d'arriver. Et parmi tous ces réfugiés,
la moitié seraient des enfants. Un plan à l'échelle européenne pour barrer la route au virus Ebola. Une réunion a réuni les ministres de la Santé des 28. Décision majeure de cette rencontre, vérifier les dispositifs mis en place au niveau des aéroports des 3 pays touchés par le virus. Les Européens se mobilisent et coordonnent leurs réponses face à l'épidémie d'Ebola. Pour la majorité des ministres de la Santé rassemblés pour une réunion de crise à Bruxelles, l'urgence est de renforcer la coopération entre les 28. Nous avons besoin d'un plan à l'échelle européenne et non plus seulement au niveau de chacun des pays. Toutes les actions doivent être intégrées les unes avec les autres parce qu'à l'échelle de l'espace Schengen, chacun peut entrer et sortir dans tous les pays européens. Dans un premier temps, l'Union européenne va vérifier l'efficacité des contrôles mis en place au départ dans les aéroports des 3 pays africains touchés par l'épidémie. Un audit mené en coopération avec l'OMS qui prévoit une explosion des cas pour la fin d'année. Autre ambition, organiser une meilleure traçabilité des passagers et des possibles porteurs du virus. Mais pour autant, aucun consensus n'a été dégagé pour la mise en place de contrôles au point d'entrée de l'Union européenne, comme l'a fait Londres ou comme le fera bientôt Paris. La Finlande ne soutient pas ce type de contrôle en Europe. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus efficace d'agir depuis les pays dont partent les avions. Restent des questions en suspens concernant la traçabilité des passagers, notamment sur le type d'informations qui leur seront réclamées et sur les aéroports concernés par ces mesures. Seuls Londres, Paris et Bruxelles ont des vols directs avec les 3 pays infectés, mais tous les autres aéroports européens sont des zones de transit. Ebola est devenu une menace pour le développement économique dans les pays les plus touchés par la maladie. Les conséquences sont visibles. Selon le programme des Nations Unies pour le développement, le PNUD a effectué une mission dans ces pays affectés. Par ailleurs, les responsables saluent le rôle important joué par notre pays à travers l'ouverture d'un corridor humanitaire. Écoutons à ce propos le sous-secrétaire général du PNUD Afrique. Il est au micro de Sahelinko Sissoko. Une maladie qui dépasse les 3 pays de l'épicentre, comme on dit, la Guinée, la Sierra Leone et le Libéria, et qui peut hypothéquer même le développement des pays de la sous-région et qui a des effets, des ondes de choc au niveau sur le plan international. Donc il fallait nous mettre en situation de guerre et c'est pourquoi le secrétaire général a mis en place une mission des Nations Unies basée à Accra pour la riposte et la lutte contre Ebola. Les actions concrètes sont de plusieurs niveaux. D'abord, les pays de l'épicentre, renforcer un peu notre réponse. On a des plans d'action dans l'ensemble de ces pays, des plans qui ont plusieurs dimensions. D'abord, essayer d'arrêter cette maladie-là, de contenir la transmission. Et surtout, de ne pas oublier qu'il y a des effets économiques et sociaux qu'il faut contenir pour ne pas perdre un peu les acquis que ces pays ont eus. Et ces pays ont eu des acquis sur le plan de ce qu'on appelle en matière de paix, ces pays qui sortent des situations de crise, quelquefois de conflits armés comme le Libéria et la Sierra Leone. Et c'est des pays qui étaient en train de suivre des trajectoires de développement exceptionnelles. Et je voudrais saluer au passage le rôle exceptionnel que le Sénégal joue en mettant en place un corridor humanitaire ici à Dakar qui nous permet à tous d'avoir un accès direct et rapide au niveau de ces pays-là. Nous en venons au sport football. La défaite hier du Sénégal face à la Tunisie n'a pas laissé indifférents les techniciens du football sénégalais. Si certains ne digèrent toujours pas la défaite, d'autres ont estimé que dominer n'est pas gagné. Ils invitent les Lions à se ressaisir à l'occasion de la 3e journée. Abdoul Aziz Ban. Pas possible. Difficile a été le réveil au lendemain de la défaite des Lions. Une défaite au goût amer pour ces techniciens du football sénégalais. Cela prouve encore une fois que le football, c'est des petits détails. Et ça s'est vérifié hier encore avec le match qu'on a perdu là-bas, à Tunis. Et moi, ça réveille en moi quand même de mauvais souvenirs que cette équipe de Tunisie-là, on pouvait bien la battre, que ce soit à l'aller ou au retour. Mais vous avez vu, voilà, le charme du football. C'est là où on ne s'attendait pas le plus, c'est là où on a quand même encaissé un but qui vraiment va nous quand même marquer. Toujours amer, vu la physionomie du match. Quand on domine une équipe chez elle pendant toute une partie et qu'on n'arrive pas à concrétiser, et qu'à la fin du match on prend un but casquette, un but qui contre le cours du jeu, vraiment une chance inouïe
pour ces Tunisiens parce que eux, ils avaient peur, ils avaient compris qu'ils n'avaient aucun argument pour marquer un but aux Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils ont fait? L'entraîneur a même sorti Msakni pour mettre un milieu défensif, celui qui a été notre bourreau, je crois, rien que pour contrecarrer les velléités des Sénégalais. Et dommage, là, jusqu'à présent, ça cogite dans ma tête, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais en tant que sportif, en tant que footballeur, je sais que c'est des situations qui arrivent souvent dans le monde du football. Une équipe sénégalaise dominatrice qui n'a pas su concrétiser ses occasions, un manque de réalisme décrié par ses techniciens. On a des joueurs qui sont capables d'arriver à n'importe quel but. Tu vois? Donc je vois que si aujourd'hui Giresse comprend que le milieu de terrain, la défense sont en train d'assurer, qu'est-ce qui manque? C'est l'efficacité devant. Et l'efficacité devant, il faudrait que ceux qui connaissent le football sachent qu'on n'a pas de métronome. La preuve, la seule appel de Papis Demba Cissé n'a pas vu le métronome. On n'a pas tellement aussi profité quand même de notre potentiel. Ça, il faut le dire. Le potentiel que nous avons au Sénégal, moi je crois qu'on peut battre n'importe quelle équipe. Mais on a une équipe qui ne profite pas souvent de ces moments forts. Et c'est là où l'équipe pêche. Il faut voir qu'on n'a pas un tueur. Hein. Les prochaines sorties des Lions du Sénégal contre l'Égypte et le Botswana sont prévues au mois de novembre. Pour ces techniciens du football sénégalais, l'équipe doit se surpasser pour venir à bout de ses prochains adversaires et assurer sa qualification à la CAN 2015 au Maroc. Alain Giresse, lui, parle de défaite amère. Le capitaine des Lions, Mohamed Diamé, n'a pas pu cacher sa déception après la victoire des Tunisiens au bout du match. Et selon le coach tunisien, c'est une victoire inespérée. Les voici au micro de nos envoyés spéciaux, Ibrahim Mboup, Ali Gaïssar et Khalifa Mbaye. C'est une défaite amère, effectivement. C'est comme ça qu'on peut la qualifier en ce qui nous concerne. Parce qu'elle ne laisse fatalement que des regrets compte tenu du déroulement de la rencontre et ce que nous avons proposé et ce que nous avons fait. J'enchaîne également à travers le fait qu'effectivement, si on rentre un petit peu dans le détail et le contenu, par rapport à ce genre de situation et cette fin de match, il aurait fallu qu'on puisse prendre l'avantage, qu'on prenne l'avantage comme on en a eu la possibilité, parce qu'on n'est jamais à l'abri de ce qui nous est arrivé à la fin de match, malheureusement. Et ça, on paye ce fait qu'on n'ait pas pu prendre l'avantage, qui, je pense, déjà nous aurait permis de certainement finir dans les meilleures conditions qu'on a fini. Donc il y a un côté un petit peu injuste sur l'ensemble des deux matchs qu'on a fait contre la Tunisie, malheureusement. Et là, on ne peut que le regretter, le déplorer. Et maintenant, penser les plaies que pour tout le monde et dissiper cette déception qui est grande sur les joueurs, puisque le résultat n'est pas mérité pour ce qu'ils ont entrepris aujourd'hui ici à Monastir. On est resté concentré pendant 93 minutes, mais le match il a duré 94. Et c'est cruel. C'était vraiment. On a lâché au dernier moment et vraiment aujourd'hui, comme il a dit le coach, on repart avec un goût vraiment amer. On doit être content avec les 3 points. Surtout, comme j'ai dit avant, il y a 2 jours, je crois, que j'ai dit que ce Sénégal, c'est une grande équipe. On a souffert grâce au public, ils nous ont soutenus. C'est véritablement grâce aussi à un très bon gardien, je crois qu'on ne peut pas dire, mais c'est vrai, on a la chance un petit peu avec nous aujourd'hui. Mais je crois que les garçons, ils ont travaillé avec les moyens qu'ils ont. Il y a des absents chez eux aussi, mais chez nous, Chikhaoui, c'est un homme très important. Et comme je laissais rentrer ceci que j'ai dit avant le match, tu vas rentrer, tu vas marquer les dernières 2 minutes. Il obéit très bien les ordres, je crois bien. Mais je suis très content pour le groupe. On a un résultat fantastique, 10 points. C'est quelque chose inespéré. Voilà, le Sénégal a perdu une bataille, mais pas la guerre. Ainsi pourrait-on résumer le sentiment des officiels sénégalais après la défaite des Lions à Monastir. Écoutons tour à tour Maître Augustin Senghor, président de la Fédération sénégalaise de football, Matar Ba, ministre des Sports, et son Excellence Khadijatou Diagne Tall, ambassadeur du Sénégal en Tunisie. Ils sont toujours au micro de nos envoyés spéciaux. Oui, je pense que c'est une grosse déception. D'abord parce que pour la première fois dans cette éliminatoire, on perd la première place, mais surtout on prend un bruit cruel au bout du match à la 93e minute
Donc c'est très dur. Un match que nous aurions dû gagner, c'est clair, parce que les joueurs ont montré des qualités d'engagement, de solidarité, mais aussi de valeurs techniques qui auraient mérité un meilleur sort. Je pense que malheureusement on n'a pas su tuer le match. Mais l'un dans l'autre, la donne reste la même. Si on avait fait match nul, on serait obligé d'aller en Égypte pour faire un bon résultat. En perdant aussi, on garde la deuxième place qualificative, mais on est obligé d'aller avec un esprit de combattant donc au Caire pour y faire un bon résultat. Et au besoin, si ça ne devait pas suffire, aller à Dakar pour la DER pour essayer d'arracher la qualification contre le Botswana. Je dirais qu'on a des regrets d'avoir perdu ici, surtout en dominant le match jusqu'à la dernière seconde au niveau des temps additionnels. On encaisse un but assassin pareil. C'est extrêmement difficile à digérer en tant que citoyen sénégalais. Mais en tant que sportif, nous devons avoir une autre lecture. Cela veut dire que c'est un match qui est perdu aujourd'hui d'une manière qui ne plaît pas. Il faut capitaliser maintenant ces moments-là et se reconcentrer et se redresser pour pouvoir en tout cas faire face à ce qui nous reste. Cela veut dire les deux matchs contre l'Égypte au Caire et contre le Botswana à Dakar. Je voudrais, pour terminer, féliciter en tant qu'ambassadeur, féliciter l'équipe de la Tunisie et le peuple tunisien et encourager l'équipe du Sénégal et souhaiter et prier pour cette équipe des victoires, encore des victoires et encore des victoires jusqu'à la CAN au Maroc. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci également de votre fidélité. Au revoir.